Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire sur les grilles critériées comme levier pour l'enseignement scientifique à distance. Alors, les webinaires de la FIED font partie, et ce webinaire donc, fait maintenant partie d'une collection de webinaires sur les pratiques d'enseignement à distance. Donc, j'avais proposé en tant que secrétaire général de la FIED, j'avais proposé de créer comme ça des retours de pratique d'enseignants de telle façon à inspirer des pratiques, à échanger, à créer aussi une communauté de pratiques, et puis à avoir à l'issue d'une année une collection suffisante pour éventuellement créer un petit guide plus complet. Nous allons continuer en janvier. D'ailleurs, en janvier, nous allons avoir un webinaire sur les badges. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur l'UNT Uniciel. Et donc, en l'occurrence, avec eh bien, Sophie Géquier. Alors, Sophie Géquier, elle est maître de conférences en physique à l'Université de Bordeaux depuis 1998. Elle y réalise des travaux de recherche en physique des plasmas, intégrant des simulations numériques importantes. Alors, Sophie Jacquet est convaincue que le numérique peut aider dans l'enseignement supérieur. Moi qui fais partie aussi du bureau Uniciel et qui suis dans l'innovation pédagogique, j'en suis aussi convaincu. Elle intègre le service TIS de l'Université de Bordeaux 1 en 2004, où elle s'implique dans Uniciel, Université numérique thématique, UNT, pour les sciences fondamentales. À partir de 2011, en parallèle de son rôle de vice-présidente d'Uniciel, elle consacre une partie de son temps de recherche à la pédagogie numérique, ce qui n'est pas si fréquent chez les enseignants, hein, de plus en plus, mais c'est assez pionnier il y a quelques années que de consacrer de la recherche en pédagogie numérique. Donc, sur différents projets, modules ouvertes de sciences, dont le dispositif socle sur Uniciel, dispositif en ligne de préparation aux études scientifiques, fac de sciences, que vous avez peut-être entendu parler, Prescience aussi, et d'autres actions au sein d'Uniciel dont elle anime le groupe pédagogie avant de devenir directrice éditoriale en 2018. Directrice éditoriale car il est important d'homogénéiser les productions de ressources pédagogiques. Elle est également responsable pédagogique du DAEUB, diplôme proposé en présentiel et à distance par l'Université de Bordeaux sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Actuellement, elle est fortement impliquée dans des projets d'hybridation dans lesquels Uniciel est partenaire, et notamment Illicite, hybridation en licence scientifique, dans lequel une action est consacrée justement aux grilles critériées, qui est notre beau sujet d'aujourd'hui. Alors, donc je vais laisser la parole à Sophie Jacquier. Donc, dans les conditions suivantes, nous sommes enregistrés. Vous allez pouvoir intervenir eh bien, via le chat fourni par Zoom, enfin le chat, l'espace, oui, l'espace de discussion. Et vous pouvez aussi lever la main pour demander une prise de parole. Euh, voilà, vous pouvez laisser votre caméra ou pas. C'est plus sympa d'avoir la caméra, mais c'est comme vous voulez. Voilà, donc eh bien, on est là ensemble pour 2 petites heures, hein, mais j'espère que ce sera suffisant pour traiter le sujet des clés critériées. Voilà, donc Sophie, j'en dis pas plus, à toi, c'est parti. Bonjour, merci Thierry pour cette présentation, cette introduction. Ça fait toujours bizarre d'entendre autant de choses. C'est Euh, un hommage. Ouais, ça fait un peu ça. Alors oui, alors, Thierry et moi donc avons travaillé, travaillons ensemble depuis un petit moment, en effet dans le cadre d'Uniciel, et nous avons aussi échangé, dans la FIED puisque comme il l'a dit, voilà, je suis impliquée aussi dans des enseignements à distance et des formations à distance, en tant que telle. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, donc des grilles critériées. Heu, Comme je le disais comme on l'a indiqué dans la présentation de ce webinaire, donc les grilles critériées,
se sont beaucoup développées ces dernières années. Mais dans le cadre de l'enseignement à distance, ça peut revêtir un aspect vraiment très important en termes d'aide pour l'étudiant dans sa formation et à la prise en main de ses, de sa formation en tant que telle. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, ben, on a des décrochages hein, dans la formation à distance et les étudiants ont du mal à se projeter dans leur formation et aussi à se situer par rapport aux apprentissages qui sont attendus. Donc, ça fait partie des éléments qu'on voit assez souvent dessus. Et donc, si on regarde la problématique que l'on peut rencontrer dans tout ce qui est formation ouverte et à distance sur la grille critériée. Pourquoi la grille critériée peut être un levier? C'est parce que finalement, la problématique, donc comme je le disais, du positionnement de l'étudiant qui s'inscrit et qui suit sa formation est très important, et notamment vis-à-vis de l'évaluation. Donc, quand l'étudiant se retrouve à distance, bah, il est isolé, donc il a besoin de savoir où il en est dans sa formation et où en sont les autres. Et aussi de savoir où il en est par rapport à ce qu'attend l'enseignant. Donc, on leur fournit en général un planning, on leur demande de plus en plus, merci les outils numériques, d'interagir entre eux, d'interagir avec l'enseignant, mais néanmoins, on combat l'isolement, mais quand il est dans sa feuille, il reste malgré tout assez isolé et il se demande assez souvent s'il est dans la bonne organisation. Donc, on a besoin de mettre en place un retour vers l'étudiant, donc ce fameux feedback, notamment vis-à-vis d'une évaluation, mais pas que. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans du présentiel, quand on rend les copies ou quand on explique, on a tendance tout de suite en tant qu'enseignant à donner un certain nombre, d'éléments que l'on peut reproduire quand on est dans la formation à distance, mais que l'on ne va pas, mais on n'a pas le côté rétroaction avec l'étudiant. Donc les questions, on n'arrive pas à lever, un certain nombre d'éléments. Donc c'est vrai qu'il y a un ensemble de choses qui sont tacites dans le présentiel, tacite et implicite souvent pour l'enseignant, ce qui fait que l'on a du mal à les transmettre à l'étudiant qui se retrouve en formation à distance. Donc, ça veut dire qu'il va falloir lever ces implicites. Alors, depuis plusieurs années, hein, on a des collègues qui travaillent dessus. Après, on se retrouve dans la logique, de manière générale, d'autonomiser notre apprenant. Oui, on lui en donne des outils, oui, on lui donne un calendrier. Néanmoins, il faut qu'il se prenne en main et certaines activités, sont plus faciles à prendre en main que d'autres, à condition de bien lui expliquer pourquoi c'est important qu'il les fasse, aussi au-delà, d'apprendre son cours. Donc voilà, donc après il se trouve que l'on peut avoir, des difficultés, quand on est sur des formations à distance, un besoin de cohérence entre les évaluations, entre, les correcteurs. S'il y a des tuteurs, qui sont, amenés à suivre les étudiants qui sont à distance, en général, les tuteurs, bah, ils peuvent être à distance ou en présentiel, hein, ça dépend des points d'appui que l'on met, sur notre formation à distance. Néanmoins, ces tuteurs, il faut qu'ils soient formés ou qu'ils soient informés à minima, des attentes, de l'évaluateur ou de l'enseignant qui va, s'occuper de toute la partie évaluation. Donc, on lui donne, parfois les corrigés, à l'avance suffisamment. On peut interagir et lui dire pourquoi on a mis tel exercice ou telle chose, mais c'est pas toujours fait. Et donc, le tuteur va se retrouver ou l'enseignant qui suit à, donner un certain nombre d'indications qui vont être celles qui pensent être les bonnes, mais qui est pas obligatoirement, celles que va proposer le correcteur, derrière, de l'évaluation. Donc ils vont être évalués. Donc il y a ce besoin de cohérence, à mettre en œuvre. Ça peut être aussi des cohérences entre plusieurs, enseignements, hein, bien entendu. Et puis, le dernier point, sur les grilles, alors je vous expliquerai pourquoi, l'amélioration, continue, bah, elle est là, dessus, hein, à chaque fois parce que, justement, les grilles vont aussi fournir, une possibilité, de clarifier, on va y revenir dessus, de clarifier les attentes et du coup, d'avoir des retours structurés, de la part de l'étudiant, vis-à-vis d'un certain nombre de points.
Voilà, donc là, il y en a d'autres, hein, mais vous voyez qu'on est à la fois sur des aspects, purement, méthodologiques pour, l'étudiant, mais des aspects aussi, d'évaluation, par rapport à notre système de formation. Je dis par rapport au système, hein, parce qu'on est par rapport aux évaluateurs, par rapport aux tuteurs et par rapport aux étudiants, et puis de manière générale à avoir, quelque chose qui soit, plus global et en vue d'une amélioration. Voilà, donc ça, c'est les points que l'on peut, qui sont génériques, hein, pour l'évaluation à distance, pour les formations à distance, mais sur lequel les grilles critériées peuvent apporter, une solution ou un appui tout au moins, dessus, hein. C'est pas un outil miracle, on est bien d'accord, mais, on va pouvoir avoir, une aide dessus. Donc voilà, donc je voulais reposer les besoins qu'on peut avoir, dans la formation à distance et voir comment on peut. Il faut voir que malgré tout, et vous verrez qu'un certain nombre, d'exemples que je vais prendre sont aussi tout à fait, les mêmes, enfin les grilles critériées vont elles aussi être un levier ou peuvent revêtir une importance primordiale dans, la formation, en présentiel dessus, hein. Elles ne sont pas obligatoirement utilisées, mais bien entendu, elles apportent aussi dans ces formations-là. Alors, on m'a demandé que ce soit interactif, donc on va faire un petit peu de WooClap pour que vous puissiez un petit peu. Donc, on va commencer par quelques questions pour que je puisse voir un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à notre sujet. Donc, je vous propose de passer sur WooClap dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire lorsque vous y êtes dessus. C'est bon pour tout le monde? Ah oui, pardon, Bonjour. il est. Excusez-moi, pour l'instant, moi, ce que je vois, je me permets de prendre la parole, hein, Allez-y, au vous contraire. avez, vous en avez parlé en tant qu'interactivité. Je vais même ouvrir ma caméra. C'est encore mieux. Euh, pour l'instant, moi, je vois un peu de patience. Il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Je ne sais C'est pas si je normal. suis la seule. J'attends Ok, tout à fait parfait. ça. J'attendais que tout le monde soit là pour pas Merci. dessus. Donc, si on y va, donc du coup, je commence. On y va. Hop. Donc, vous devriez voir apparaître la première question pour tous, si tout va bien. Donc, je vous le partage comme ça, vous voyez en direct, hein, qui participe. Ça a l'air de se stabiliser petit à petit. Il nous reste encore quelques petites personnes qui n'ont pas participé. On va attendre un petit peu plus. Ah, on va arriver presque à 50-50. Alors moi, je vais prendre un peu de temps parce que je dois me connecter en fait à WooClap. Ça ne faisait pas automatiquement. Ah, petit effort. On va attendre les derniers. Donc, mais on voit que bon, voilà, c'est même si ça se partage un peu entre oui et non, avec un petit avantage pour le oui dessus. Ah, ça s'accroît un petit peu. Bon. Donc ça va. Donc vous êtes quand même a priori tous, on va dire, la majorité d'entre vous, hein, voilà, même si c'est à peine dessus, donc les autres n'ont pas répondu, n'hésitez pas à le faire aussi. Je vais passer à la suite. Donc, vous avez déjà utilisé une grille critériée, donc vous êtes familier avec cet objet-là. Donc, au-delà
une fois qu'on l'a utilisée, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous en avez déjà produit une. Ah, le nom semble plutôt l'emporter sur celui-là. Alors, il y en a qui ne veulent pas voter. Encore quelques petites secondes pour que vous puissiez un petit peu plus les derniers voter, mais on est à peu près sur le même nombre de participants dessus. Bon, ça a l'air de se stabiliser, donc là, donc on est plutôt sur du non dessus. Donc vous avez utilisé, mais peu d'entre vous, enfin la majorité du coup, n'ont pas produit de grille. Donc je vais poser une question, enfin on reviendra peut-être un petit peu après dessus sur les grilles critériées et grilles d'évaluation. Je reviendrai un petit peu dessus, mais je vais quand même vous amener à vous laisser poser la question pour savoir si pour vous, grille critériée et grille d'évaluation, c'est la même chose ou pas. Est-ce que vous faites un distinguo entre ces deux-là? Ah, c'est plus nuancé sur celle-ci. La question prend un peu plus de temps hein, à réfléchir et à répondre, je vois. Mais on arrive petit à petit à notre nombre dessus. N'hésitez pas, hein, allez-y. Vous avez le droit. Si vous êtes, j'aurais pu rajouter sans opinion. Hein, je n'ai pas pensé, c'est vrai. Je voulais vous positionner dessus. Bon. Je crois que ça a l'air de se stabiliser. Plus personne ne vote. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas envie de répondre ou voilà. Alors dernière petite question, toujours vis-à-vis de cette point de grille critériée, de grille d'évaluation dessus. Donc pour vous, est-ce que la grille d'évaluation, là je reste sur ma grille d'évaluation, permet l'objectivité? D'accord. Je vous propose de rester là sur celui-là. Donc, comme je le disais dans la discussion, en effet, hein, j'ai volontairement fait des réponses très tranchées parce que je voulais pouvoir amener un certain nombre d'éléments.
dessus. Donc, si je résume, donc vous avez produit on va dire que la majorité a produit, a utilisé mais pas produit. Vous faites une différence entre grille d'évaluation et grille critériée avec l'objectif de l'envoyer dépendant du public, donc enseignant ou formateur. Et de manière générale, vous dites que ça permet l'objectivité. Je suis d'accord, j'aurais pu mettre réduit la subjectivité puisqu'on est plutôt sur ce point-là, en effet, dessus. Alors, je propose, donc on va garder ça, je reviendrai dessus. Je vais juste d'abord vous présenter pourquoi ce travail sur les grilles critériées a vu le jour et le projet illicite, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet dessus. Donc, je reviens sur mon diaporama dessus. Voilà, donc le projet illicite, donc comme le disait Thierry dans la présentation, c'est illicite pour hybridation en licence scientifique. Donc, ça rejoint un ensemble ça a été déposé dans le cadre de l'appel à projet sur l'hybridation dessus. C'est un projet commun porté par la conférence des doyens des universités scientifiques, donc UNICIEL, la CIRUSEF, donc la conférence des doyens au niveau francophone, Promosciences, l'association donc pour la promotion de la licence scientifique, et également avec les deux associations étudiantes qui sont la FNEUS et la FNEP. Donc, pour avoir justement le retour des étudiants, qui est primordial lorsqu'on travaille sur ces ressources numériques et sur toutes ces formations. Donc, c'est Aix-Marseille Université donc, qui coordonne l'ensemble du projet dessus. Donc, les objectifs principaux étaient de tirer les enseignements de la COVID-19 et puis, comme dans le cadre de la FIES, d'essayer de promouvoir ces nouvelles pratiques pédagogiques et aussi de réfléchir à un certain nombre d'éléments pour aller pousser à la modularité et à l'usage des ressources numériques pour qu'on puisse mutualiser, gagner du temps, hein. On a vu combien ça pouvait être chronophage de construire des ressources dans le cadre de la pandémie. Voilà. Et donc, on avait aussi cette idée qui est quand même dans beaucoup d'établissements d'allier à l'approche par compétences qui se fait de plus en plus. Et donc, avec un certain nombre d'éléments qui étaient liés aussi au retour de la pandémie, qui était le problème de l'évaluation par les évaluations à distance et donc la mise en place d'évaluations formatives au-delà des sommatives dont donc, dans les actions que l'on peut citer de ce projet-là, hein, il y a un ensemble de work package, comme souvent, et on a un work package qui a été justement dédié à l'évaluation, avec deux axes principaux dans ce work package, qui étaient les QCM, donc et tout ce qui est évaluation par QCM. Donc, Uniciel avait déjà une banque de QCM existante qui a été mise à disposition des différents partenaires qu'ils souhaitaient avec l'appui de chefs de projet. Et puis, proposant de compléter, hein, puisqu'on n'a pas il n'y a pas des QCM sur toutes les années et sur toutes les disciplines. Donc, on a proposé de compléter aussi ces QCM en même temps que la production de modules qui se fait dans un autre work package. Et puis aussi d'avoir, hein, on parlait de pratique et de retour d'expérience, donc d'avoir des retours d'usage sur ce qui avait pu être fait sur les différentes modalités. Donc, on parlait je vous ai fait un petit booklap. Voilà, donc des questions. Les questions initiales de QCM peuvent être utilisées et exportées vers du Wookflash, vers du Wooklap. On peut aussi donc les exporter vers Moodle, mais on peut aussi les utiliser dans d'autres formes, style des flashcards ou des choses comme ça. Voilà. Donc, voir un petit peu les usages que l'on avait sur les QCM. Donc, ça, c'était une première partie. On avait un dispositif collaboratif aussi qui est le projet Poème, qui est porté par l'Université de Strasbourg et Pierre Collet, qui faisait partie de ce work package-là, donc qui avance aussi.
Et puis, du coup, on avait un dernier point, qui était, cette idée, de mutualiser, des grilles critériées, car on sait que ça joue un rôle important, dans l'évaluation et notamment dans les parties, objectivité, dessus. On est en sciences, hein, donc je précise que l'ensemble des éléments que je vais apporter, même si, un certain nombre sont transversaux, se contextualisent dans les sciences fondamentales, dessus. Le dernier point que vous voyez, qui est abordé dans ce WP, c'est la rédaction de guides et de scénarios, d'usage. Donc le guide de rédaction des QCM, Uniciel existe déjà. On a un certain nombre de scénarios. Il va y avoir, je fais une petite annonce, un site dédié qui va apparaître dessus, de la même manière que ce qu'on avait pour l'approche par problème. Et donc, sur les grilles critériées, on s'est dit qu'on allait faire le même travail que ce qu'on avait fait pour les QCM, c'est-à-dire d'aller voir un peu ce qui existait dans la littérature et de voir si on pouvait aider les enseignants à rédiger des grilles, puisque le premier travail qu'on avait effectué n'avait pas encore... enfin, on avait fait un premier appel de mutualisation des grilles et très peu de personnes nous ont répondu dessus. On n'a pas trouvé de grille mutualisée. Je vais mettre un petit bémol en français, puisqu'il en existe un certain nombre en anglais dessus. Donc voilà, donc on était dans ce constat qu'il n'y en avait pas énormément et qu'on avait dessus. Donc on a décidé d'avancer, nous, par rapport à ce qu'on voulait faire. Et donc, on s'est dit, on va produire et mutualiser des grilles dessus, puisque on en trouve peu. Alors, j'ai dit qu'on n'en trouvait pas. Néanmoins, c'est ce qui est marqué tout en bas de ma diapo, hein, l'université de Grenoble, hein, et Julien Doady avaient, eux, travaillé beaucoup sur cet aspect-là de grille critériée, avaient diffusé, hein, on retrouvait un certain nombre, et avaient proposé dessus, mais il n'y avait pas d'autres, en dehors de cette action-là, on en a peu trouvé en France, voilà, où ça se fait au sein de groupes. Voilà. Donc ça, on avait cette remarque-là, ce constat, on va dire plutôt. Et souvent, il y a un certain nombre d'enseignants, c'est ce qu'on vous dit, hein, qui se sont dit, ben, on va essayer d'aller vers une évaluation objective, notamment quand on est sur des portails, sur des premières années, donc dessus. Donc, vous voyez que je suis revenue sur la formation initiale, hein. Très souvent, on est sur la formation initiale. On a donc cette idée d'objectivité, d'harmonisation des évaluations dont on parlait précédemment. Souvent d'ailleurs, quand on se retrouve sur des formations ou des enseignements qui sont interdisciplinaires ou pluridisciplinaires, donc comment avoir une meilleure objectivité dessus. Certains, alors je dis bien certains collègues, quand ils ont créé les grilles critériées, avaient cette idée d'avoir une interaction avec leurs étudiants autour de cet objet qu'est la grille critériée pour mieux avancer dans les apprentissages. Et aussi de provoquer, c'est mon dernier point, la démarche réflexive sur leur rendu au-delà de leurs apprentissages. Donc voilà, donc on avait ces ensembles d'idées, hein, dessus qui émergeaient. Et donc on a, dans le cadre du projet et des différents partenaires, demandé qui souhaitait participer sur le groupe de travail dessus. Donc vous voyez là les membres du groupe de travail qui s'est attelé à cet objet-là et qui a pu réfléchir dessus. Donc on est un certain nombre d'enseignants, je vais le dire comme ça, en physique malgré tout, dessus. Mais pas que, il y a aussi de la chimie essentiellement dessus. On avait des collègues aussi qui étaient plus au niveau de l'INSPE qui nous ont aidés, hein, voilà, notamment au niveau de l'AMU. Voilà, donc ça, on a cet aspect-là des gens qui participaient. Et au-delà du travail qui a été fait sur le guide, on a mis en place aussi un certain nombre d'ateliers dans les établissements partenaires de la CDUS et qui souhaitaient avoir. Donc, se sont tenus à ce jour, je crois, 4 ou 5 ateliers l'an dernier
dans différents établissements. Certains établissements comme Aix-Marseille, je crois, en ont eu déjà 2 ou 3. Voilà, donc on a cette demande-là, on a répondu. L'idée était, c'est un atelier pratique pour la construction de grilles à parté. Donc, je reviens, donc j'imagine que c'est clair. Donc, on est vraiment, vous voyez, c'est que ça complète en termes d'objectifs ce double étoile, ce que j'ai statué comme constat pour la formation à distance. En tout cas, je reviens sur mes dernières questions du Book Lab, sur lequel je vous ai demandé si une grille d'évaluation était une grille critériée, est-elle une grille critériée, hein, voilà, quelle différence vous faisiez dessus. Parce que quand on a travaillé avec les collègues, un certain nombre sont arrivés en nous disant oui, j'ai déjà fait des grilles. Voilà, donc je viens pour voir si mes grilles sont correctes ou pas, et puis pour apprendre parce que j'ai eu des difficultés à les faire. Voilà. Ou dans mon équipe pédagogique, j'ai une grille, mais je ne suis pas sûre de son usage ou comment, enfin, je cherche à l'améliorer. On retrouve mon dernier point sur l'amélioration continue. Voilà, donc on avait des gens un peu différents. Certains étaient poussés par le passage en approche par compétence, donc l'approche compétence dessus. Donc, on avait ces différentes ça. Donc, je vais, je vais pas revenir sur le WooClap, mais je vais vous proposer une grille qui est ici. Alors, là, on a une grille d'évaluation. Alors, volontairement, j'ai mis des TP, voilà, donc c'est une grille de notre collègue Corinne sur les TP de mécanique. Je vous ai parlé de l'action qui avait été faite par Grenoble, hein. Donc, c'est une grille qui est inspirée en effet de la grille de Julien Douady, donc et Hoffman, qui est grille critériée pour l'évaluation des compétences expérimentales. On s'est aperçu qu'en effet, en sciences, les grilles critériées apparaissaient souvent au niveau des TP ou des projets, mais elles peuvent être utilisées dans d'autres éléments. Donc, par rapport à ça, vous voyez apparaître ici une grille. Est-ce que cette grille, pour vous, est une grille critériée dessus ou pas? Je vous laisse répondre dans le chat ou prendre la parole. Levez la main si c'en est une pour vous. Voilà. Ça va. La plupart d'entre vous, tous ceux qui répondent vite me disent non. Donc tout va bien. On est bien d'accord. On est sur une grille d'évaluation, hein, c'est marqué dessus. Mais en fait, on s'est aperçu que dans les ateliers, un certain nombre de collègues arrivaient avec ça et que pour eux, c'était une grille critériée. Alors là, le niveau observé n'a pas été remis en mettant le très insuffisant, hein. Dans certaines grilles, on a très insuffisant, insuffisant, voilà, satisfaisant, excellent. Et les collègues qui arrivaient dans les ateliers, hein, je ne dis pas que tout le monde est là, dessus, et dans les premiers notamment, voilà, me disait: «Beh, si, j'ai un critère qui va être évalué et puis, j'ai là, mon niveau, qui apparaît donc ça j'ai mon niveau donc j'ai bien un critère et j'ai un niveau donc je vais aller, sur ça. J'ai mes niveaux de performance qui vont apparaître. En plus, je peux avoir ma note», ce qui était important. Donc voilà, donc on avait, cette distinction, mais bien entendu, on avait des collègues qui étaient un peu perdus, par rapport aux autres, les uns par rapport aux autres. Et puis on s'est aperçu, qu'on avait, des collègues qui étaient venus parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ils avaient utilisé une grille. En général, c'était une grille comme celle-là, c'est-à-dire une grille d'évaluation, pensant que c'était une grille critériée et n'arrivaient pas à mettre les croix dans les bonnes cases. D'accord? C'est-à-dire que me disait: «Beh, moi, je ne sais pas dire la différence entre, satisfaisant et excellent ou satisfaisant et excellent. J'ai du mal, donc des fois je mets la croix au milieu ou alors quand il y a 5 cases, je mets la croix vraiment, dans le niveau moyen, parce que, j'ai du mal à discriminer, les niveaux». Donc voilà, donc ça c'était un truc, donc on est bien d'accord que ça, c'est une grille d'évaluation et que pour avoir une grille critériée, eh ben, il faut que j'ai, ce qui est là-dessous, donc qui reprend en fait, hein, qui est l'autre partie de la grille, dessus. Si je reviens sur ma grille, il y a marqué évaluation des TP par grille critériée. La grille critériée, elle est là et ce que je vous ai présenté, bien entendu, était la grille d'évaluation qui découlait de la grille, critériée au préalable.
D'accord? Donc là, on retrouve notre grille critériée complète, donc qui a ses critères. Donc, on pourrait avoir du coup un certain nombre d'éléments sur les compétences qui sont là, les critères que je vais évaluer, mes niveaux de performance, donc avec mes fameux niveaux qui sont ici, dessus, et surtout, ce qui est très très important de manière générale dans tout ce qui est grille, et qui souvent les collègues ont du mal à faire, les fameux descripteurs qui sont les plus durs à formuler, puisqu'il faut qu'ils soient compréhensibles par tous et qu'ils soient suffisamment pertinents pour l'ensemble des éléments. Donc, voilà, donc ça, je pense que la plupart d'entre vous étaient familiers sur ça. Donc, la difficulté pour un enseignant quand il va créer cette grille, c'est de poser ses descripteurs. Enfin, deux éléments, c'est de définir les critères qui sont importants pour lui, et puis après, de définir ses niveaux en fonction de son objectif personnel ou objectif d'équipe dessus, son objectif d'apprentissage par rapport à l'enseignement ou la formation dans laquelle il est. Donc ça, c'est les éléments qu'on voit avec la problématique sur les critères, sur lesquels je vais revenir un petit peu. Donc, on est bien d'accord que la grille critériée, c'est ça. Donc, je reviens je vais venir sur la différence. Donc, on a posé le problème. Je vais vous expliquer ce que nous avons fait dans notre groupe de travail un petit peu. On a d'ailleurs, je vous redonne ce tableau qui n'est pas encore finalisé, hein, donc ne soyez pas trop dur avec nous. En fait, ce tableau, je vous ai fait la différence entre grille d'évaluation et grille critériée. Ce tableau nous a été demandé parce qu'au cours des ateliers, nous avions un certain nombre de collègues qui nous disaient moi, je ne fais pas la différence entre grille critériée, grille d'évaluation, et moi, je fais un barème détaillé pour mes évaluations. Il me semble que ça suffit de manière générale. Donc voilà, donc on a essayé en se basant sur des choses qui existent, notamment pas mal d'éléments canadiens, d'essayer d'avoir un petit tableau comparatif qui permettrait aux collègues de voir un petit peu mieux ce que les grilles critériées pourraient amener par rapport à leur pratique et ce qu'ils avaient dessus, hein. Donc on est bien en fait sur le niveau le plus haut sur la grille critériée, plus haut en termes d'investissement et aussi d'usage dessus, sachant que et c'est l'exemple que je vous ai montré au préalable, la grille critériée peut être déclinée en grille d'évaluation très simplement, et elle peut être adaptée pour un barème détaillé également dessus, puisque ce n'est ni plus ni moins qu'une adaptation, je vais le dire comme ça, à une typologie d'évaluation dessus, si ce n'est que le barème détaillé, très souvent, il est vraiment détaillé après l'examen et pas obligatoirement avant l'examen. Et il n'y a pas d'explicitation qui est donnée dans le barème. Je dirais que c'est la grande différence. Elle est sur l'objectif que l'on peut rencontrer dessus. Voilà, donc ça c'était pour faire la synthèse des éléments qu'on avait vus au préalable, et puis aussi vous expliquer pour les retours qu'on a pu avoir sur les ateliers malgré tout. Je vais revenir rapidement sur les éléments qui sont, à moins que vous vouliez faire des petites interactions. Si vous avez, j'en ai pas reprévu là, mais n'hésitez pas si vous voulez ajouter des compléments par rapport à ce que j'ai dit. Si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter jusque-là, avant que je revienne sur les éléments qu'on a mis dans le guide dessus, par le chat ou par l'oral, bien sûr. Oui, en effet, ceux qui ont déjà pratiqué les grilles critériées, et il y en a, peuvent faire un petit retour d'expérience par rapport à ce qui a déjà été expliqué par Sophie. Alors moi, j'ai juste une question. Oui. C'est par rapport aux critères. Il y a suffisant et excellent. Est-ce qu'on arrive facilement à jauger en ayant que ces deux critères de réussite ou Alors justement, le terme de critère, c'est pas un critère Enfin, insuffisant, oui. et c'est un niveau de performance qu'on attend. Je veux dire, en D'accord? fait, dans le critère qui est détaillé en bas. Voilà, c'est là où on va être vraiment sur la grande différence. Et en fait, le excellent, alors ça va dépendre un petit peu, je dirais, de la culture de l'enseignant.
selon qu'il soit français ou ou étranger dans le sens anglo-saxon souvent aussi ou autre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de mettre 20? Je vais le prendre, si on prend sur une note, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'on est capable de mettre 20 ou est-ce qu'on imagine que ça ne peut pas arriver, le 20? Voilà. Je fais cette petite remarque-là parce que dans un certain nombre, l'excellence, c'est normalement, l'excellence, c'est j'ai complété toutes les attentes dessus et je suis même allée au-delà très souvent. Donc, le au-delà est difficile à apprécier pour un certain nombre d'enseignants, je dirais. Néanmoins, ça peut arriver. Voilà, donc du coup, il y a cette élève. Donc là, c'est vraiment, je dirais, le besoin d'accompagnement dessus, hein. Moi, je travaillais avec un certain nombre de conseillers pédagogiques dessus et c'est vrai que c'est tout l'accompagnement, souvent avec l'enseignant, d'arriver à lui faire expliciter quelles sont ses attentes et quel est le satisfaisant pour lui ou quel est ce qu'il vise. Voilà, je pense que on pourra rentrer dans les détails puisque j'en ai remis un petit peu, mais il n'y a pas de souci. Claire, qui connaît bien le sujet. Bonjour. Non, c'est Bonjour. juste pour apporter un témoignage à la faculté des sciences de Nantes. On a accompagné une équipe en chimie, en licence de chimie, qui a travaillé sur une grille critériée pour l'ensemble des TP de tout le cycle, hein, c'est-à-dire L1, L2, L3. Et ce qui est intéressant dans ce retour d'expérience, éventuellement, je pourrais vous donner, il y a une vidéo là qui est sortie, donc un témoignage d'enseignant. On a travaillé en lien avec le référentiel de compétences. En fait, au départ, je réexplique un petit peu, la demande initiale, c'était de travailler sur une grille critériée pour l'ensemble des TP, pour l'ensemble de la licence. Et en fait, l'équipe s'est rendue compte qu'il fallait vraiment lier ce travail au référentiel de compétences. Et du coup, on a retravaillé ensemble un référentiel de compétences opérationnelles. Et en fait, ils ont repris tous les éléments du référentiel pour évaluer les TP. Et c'est hyper intéressant parce que justement, ça rend le référentiel de compétences opérationnelles et utilisé justement pour évaluer les compétences à travers cette grille. Donc voilà, je pourrais vous partager le retour d'expérience si ça intéresse certains d'aller voir dans la discussion. Je vais vous mettre le lien. Ah oui, très, très volontiers. Et puis, je sais que justement, on a des discussions avec Chantal Gauthier sur Nantes vis-à-vis de l'atelier. Et je pense que voilà, il y a un certain nombre. On avait dans les collectes qu'on a eues, on a eu les premières grilles qui avaient été envoyées par Michel Evin, d'ailleurs, à l'époque. Donc voilà, on retrouve Nantes, de toute façon, qui avait été très en avance sur cette approche par compétences et sur les grilles, je crois. Ouais. Voilà, donc ce serait voilà, ça a beaucoup évolué. J'imagine, j'imagine, donc je serais ravie en effet, et puis je serais très contente de le partager au sein du groupe parce que je pense qu'on a besoin d'efférence aussi. Voilà, et donc c'est vrai que le retour que vous faites là sur la notion de référentiel et d'opérationnalisation, je dirais, du référentiel de formation et enfin du référentiel de compétences pour la formation, je vais le dire comme ça, est très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a souvent une différence qui apparaît entre le référentiel de formation et le référentiel d'évaluation. Et la mise en lien des deux est un exemple vraiment très, très intéressant à faire. Et puis, si les collègues sont d'accord pour aller plus loin, peut-être pour partager, mutualiser leur grille, nous, on serait enchantés. On n'en a pas beaucoup en chimie. Donc, oui, il y a sûrement un travail à faire dessus. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Alexandra, puisqu'elle a levé la main. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir, non pas sur l'intervention de Madame Flandrin, mais la précédente, et je n'ai pas retenu le nom, donc j'en suis navrée, par rapport à la difficulté parfois de… Oui, c'était Nadia Ramos. Voilà, pardon, merci beaucoup. La difficulté parfois de savoir où mettre le poids et où est la limite. Moi, je suis conseillère pédagogique, en fait, et les grilles, c'est à la fois quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui en même temps me fait vraiment peur, parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et hyper
important, mais à la fois très, très complexe. Et puis, c'est vrai que régulièrement, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et puis il y a des sortes de déséquilibres dans les grilles, j'ai l'impression, mais j'arrive pas toujours moi-même à expliciter puis à réussir voilà, à remettre l'équilibre. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la personne précédente, dont j'ai de nouveau pas retenu le nom, je suis navrée, je suis horrible avec les noms. On parlait de Claire Flandre. voilà, pardon, suffisant et excellent. Mais voilà, est-ce que le peu satisfaisant, quelle est la différence entre peu satisfaisant et pas satisfaisant, entre juste satisfaisant, excellent, etc. Et j'ai l'impression, enfin, moi, j'ai pas réussi à trouver une espèce de choses générales qui soient valables tout le temps. Voilà, d'accord, alors ça a l'air normal. Après, Oui, ok, non, non, très bien. c'est très difficile de trouver du Ouais, générique, je ouais, dirais, dans ok. ça. Et puis, alors je rebondis sur ce que disait Aude Pichon là dans la discussion. En effet, c'est souvent c'est que les résultats d'apprentissage ou les acquis d'apprentissage visés par les enseignants souvent ne sont pas voilà, ils ont des difficultés eux-mêmes à les formuler et à formuler ce qu'ils attendent réellement, on va dire. Oui, oui, C'est-à-dire, très souvent, c'est je veux qu'ils comprennent ça. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par comprendre? ouais, Et puis vous apprenez que c'est qu'ils sachent retrouver, on va dire, ressortir ce qu'ils ont appris, qu'ils sachent l'appliquer et puis qu'ils sachent le mettre en œuvre dans un cas différencié. Donc on est vraiment sur toute la. Donc quand on arrive à faire ça, je prends volontairement ces 3 cas, hein, vous voyez, j'ai oui, trouvé oui. 3 axes et donc du coup, là, je peux, du coup, dire quel est le niveau insuffisant, quel est le niveau satisfaisant et jouer sur les erreurs, qui sont mais alors là, je suis bien d'accord en tant qu'accompagnatrice, c'est très, très dur. Oui, et c'est vrai que la bouée à laquelle nous nous raccrochons, je me raccroche et je prends la personne avec, c'est effectivement les objectifs d'apprentissage, quoi. Voilà, on repart toujours de là et souvent ça débloque des choses, effectivement. Voilà. C'était juste. Et et puis il y a une difficulté, hein, c'est pour ça que j'ai bien précisé que j'étais sur les sciences. Du coup, parce que, passer, parfois, d'un niveau très général ou très générique ou quelque chose qui est transversal vers, quelque chose qui est très précis et pas facile avec les enseignants. Je suis dans ma discipline, ça se fait comme ça. Enfin, je caricature, hein, je suis moi-même enseignante en sciences, donc je me caricature un peu, c'est que, on a parfois du mal en tant qu'enseignant à faire un pas en arrière pour prendre quelque chose et se rendre compte que finalement la compétence en elle-même, elle est générique et ce que n'est que le contexte d'application ou d'utilisation qui va être disciplinaire. Voilà. Et du coup, c'est plus facile, je pense, et c'est ce qu'on a pu voir, nous, dans le cadre des ateliers, c'est plus facile d'arriver en tant que discipline et de connaître un petit peu la discipline pour parler avec l'enseignant. Voilà, je dirais que je dis pas que je dis pas que vous n'y arrivez pas, hein, tant les conseillers, je dis juste qu'on a on a un accès facilité de par le disciplinaire. Voilà, pour moi. D'autres personnes qui veulent témoigner. Merci à Claire pour le lien dans la discussion, en tout cas. D'autres questions, remarques, témoignages, n'hésitez pas. On est un peu là pour ça aussi. Comme le disait Thierry, on est sur une communauté de pratique, donc n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est dessus. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais revenir sur les concepts clés qu'on a vus dans le guide, hein, on va retrouver dessus. Donc, la difficulté qu'on rencontre, hein, ça rejoint ce qu'on était en train de dire et la bouée de sauvetage dont parlait Alexandra, c'était qu'est-ce qui est attendu dessus, parce que très souvent, déjà, il faut arriver à faire formuler à l'enseignant ce qu'il attend de l'étudiant. Alors, je ne sais pas si on rebondit sur ce que disait Claire juste avant par rapport au référentiel. Je ne sais pas quelle a été la difficulté de retravailler le référentiel, mais de mon expérience, pour avoir travaillé un petit peu sur ces référentiels, c'est une vraie difficulté dessus d'arriver à avoir, de remonter, alors je dirais soit de décliner, soit dans un sens, hein, et d'aller de leurs attendus vers un acquis d'apprentissage évaluable, identifié et évaluable.
il y a une grosse difficulté pour moi, hein, en tout cas, je ne sais pas si, peut-être moi dans mon expérience, mais en effet, j'ai rencontré moi cette difficulté-là auprès des collègues d'arriver à leur faire décliner euh, la compétence en acquis d'apprentissage dessus. Je- si vous me dites que vous avez trouvé une méthode, je signe tout de suite. Voilà. Donc on a ça déjà, donc on a du mal à leur faire exprimer, formuler, mettre dans une logique dessus. Enfin, dans une logique, je veux dire, les décliner dans une logique qui soit cohérente, qui est des choses qui ne soient pas redondantes, notamment si on a une approche par compétence, vérifier que voilà, l'acquis, des fois on a des acquis d'apprentissage qui peuvent se retrouver dans plusieurs compétences, donc comment on va l'évaluer, est-ce que c'est le même, voilà, il y a ces aspects-là, hein. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais on a ces attendus de l'enseignant qu'il faut arriver à faire formuler et formaliser. Et puis, il faut qu'on le mette en œuvre et qu'on regarde ce que l'étudiant a acquis, a montré et ce que du coup l'enseignant va valider. Parce qu'on peut aussi avoir parfois un décalage entre ce que l'étudiant a pu dire et ce que l'enseignant valide réellement. Et l'objectif de la grille, c'est aussi de réduire ce décalage-là en formalisant le contrat quelque part entre l'étudiant et entre l'enseignant et l'étudiant. Je reviens pas, hein, du moment qu'on marque des attendus et des acquis, il y a quelque chose qui apparaît classiquement, hein, qui est l'alignement pédagogique, hein. Donc on en revient bien sur nos attendus d'apprentissage qui soient cohérents avec nos méthodes et en vue de l'évaluation des acquis au final, hein. Quand on est sur ça, quand on parle de ce schéma-là, l'alignement semble montrer qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver dessus. Et là, il y a quand même un petit biais quand on parle de l'alignement parce que c'est pas obligatoirement une ligne droite. La situation d'enseignement ou la situation d'apprentissage dans laquelle on va mettre en œuvre, elle n'est pas unique. Elles peuvent avoir des objectifs différents, mais contribuer aussi. Et donc, l'alignement fait juste référence au fait que j'ai quelque chose qui est en cohérence, je vais le dire comme ça, avec le reste enfin, qui est en cohérence entre le début et la fin de mon enseignement, mais on va pouvoir jouer sur la cohérence de l'ensemble. Et donc, c'est vrai que quand on est sur l'alignement pédagogique, on est sur un ensemble de choses qui vont, entre guillemets, œuvrer entre le départ et l'arrivée pour notre alignement, mais qui vont avoir des aspects qui peuvent être différents et qui vont recouvrir des aspects qui peuvent être différents dans les apprentissages de l'étudiant et dans les situations que je vais mettre. Voilà, donc là, on vous représente on vous représente l'ensemble des éléments qu'on a pu recouvrir. Donc, c'est notre collègue Jean-Marc Viré qui a fait ce schéma-là. Donc, du coup, où on retrouve les grilles critériées. Et vous voyez, c'est ce que je disais hein, quand j'ai dit c'est un outil, mais ce n'est pas l'outil miracle. On est bien dans nos outils qu'ils vont utiliser, mais qui vont s'appuyer sur les différentes choses pour aider à l'évaluation. Donc, c'est un outil parmi les autres. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on ne parle pas d'outil miracle. Voilà, moi, je préfère le terme de cohérence globale au terme d'alignement pédagogique dessus. Voilà, donc ça, c'était pour ramener sur la partie entre guillemets pédagogique. Donc, quand on revient sur l'intérêt de nos grilles, hein, si on regarde par rapport, donc on en a discuté, on vient d'en discuter, c'est la clarté des attendus, à la fois dans la formulation des objectifs en eux-mêmes et par rapport à mon référentiel, aussi les niveaux de performance ou de progression, ce qu'il en est dessus. La grille, elle n'est pas obligatoirement générale, dans le sens où, selon la finalité ou le public, je reviens sur cet aspect-là dessus, hein, on peut avoir une grille, mais il va falloir la réadapter parfois au public que l'on a.
Je ne sais pas comment on a travaillé, si vous avez travaillé sur les TP, par exemple, mais dans certains cas, on peut demander, dans le cadre de TP ou même d'enseignement, on ne va pas avoir le même niveau d'attente. Du coup, le critère excellent qui était sur la première année n'est pas obligatoirement celui qui va être sur la seconde année, même si on a un descripteur proche. Et là, on a parfois une difficulté, c'est que les collègues enseignants ont tendance à dire: «Mais non, c'est la même chose, simplement je veux plus d'autonomie» et comment je décline cette idée de plus d'autonomie dans ma grille? Ça peut être un vrai travail aussi, de reformulation, du descripteur, dessus. Voilà, parce que, on ne l'a pas toujours. Voilà, donc ça, ce qu'il en est. Ce qui est intéressant souvent, c'est de ne pas travailler avec un seul enseignant, mais de travailler avec une équipe pédagogique, puisque sur la reformulation, parce qu'on parlait sur le fait qu'un enseignant pouvait ne pas mettre la même chose derrière un mot, ça va être la même chose dans une équipe. On peut avoir un certain nombre d'éléments qui ne sont pas les mêmes dessus. Au sein d'une même équipe, on n'interprète pas la même chose sur le même terme. Donc ça, le fait de construire la grille en équipe permet d'avoir une vision partagée et collective que l'on va proposer à notre étudiant. Et la grille collective, vous l'aviez vu enfin, la grille critériée, vous l'avez vu dans mon petit tableau comparatif, on précisait qu'elle était donnée à l'étudiant dessus. C'est un élément sur lequel je voudrais revenir de manière assez importante parce que c'est vrai que parfois, les grilles critériées, elles sont pour les collègues et on ne les donne pas aux étudiants. Or, la donner à un étudiant est toute la plus-value que l'on peut rencontrer parce que lui, et notamment pour nos enseignements à distance, ça lui permet de savoir où il en est et de savoir jusqu'où il doit aller, ce qu'il doit atteindre. Donc, parce que l'objectif, parfois on lui donne les objectifs d'apprentissage, mais on ne gradue pas, on ne lui donne pas les niveaux. Et on ne lui dit pas, voilà, on lui dit, il faut que tu acquières ça à la fin, mais sans lui expliquer qu'il peut y avoir plusieurs niveaux et quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer dessus. Donc voilà. Donc si on arrive à faire cette grille, on peut réellement avoir un guide pour l'apprentissage de l'étudiant, d'autant plus important pour la distance, et du coup, il peut progressivement voir où il va dessus. Voilà, et puis le support du feedback, j'en ai déjà parlé dès le départ. Je reprends vous voyez que c'est un petit peu le même schéma, mais présenté un petit peu différemment sur mon alignement pédagogique et qui va venir jouer sur les termes qu'on a vus précédemment, enfin, que j'ai commencé à vous introduire, d'ailleurs j'ai inversé, je crois, Dieu d'apo. On a parlé de la validité de l'évaluation, hein, c'était souvent un terme mais cette validité, elle va s'appuyer pardon, sur deux éléments. Qui va être la validité de construit, donc qui est ma cohérence verticale que j'ai là. C'est-à-dire que je vais avoir un instrument de mesure par rapport à l'évaluation qui va être adapté à ce que je veux, à ce que je vise. D'accord? Donc, je construis une évaluation qui s'appuie sur mes objectifs dessus. Donc là, j'ai vraiment la construction de l'évaluation, donc d'où la validité de construit, hein, qui est en cohérence avec ça. Et puis, j'ai derrière, en horizontal, ce qui est la validité de contenu dessus et qui va me permettre de vérifier que mon contenu et ce qu'il y a dans mon évaluation va bien couvrir l'ensemble des choses que je veux, que j'ai dans mes attendus. D'accord? Donc, on joue sur ces deux aspects et vous voyez que par rapport à ce que j'ai dit, le dispositif que je vais avoir qui va me permettre ces apprentissages-là euh, va être va permettre de couvrir les différents aspects du contenu dessus. Et c'est la mise en œuvre de ces deux aspects via l'alignement pédagogique éventuellement, si on veut le reprendre dans cet âme, mais qui va me permettre d'avoir une évaluation qui soit cohérente et valide par rapport à ce que je veux faire. Voilà, et c'est vrai que très souvent, en tant qu'enseignant, on a appris, alors moins maintenant, peut-être sur les jeunes, hein, les enseignants grâce à un certain nombre de formations auxquelles ils ont droit, mais quand on a été recruté parmi les enseignants en poste depuis quelques années, on a été plus souvent
sensibiliser, je vais le dire comme ça, sur la validité de contenu. Vérifiant. Et donc, c'est vrai que pour un certain nombre de collègues, c'est une vraie différence qui apparaît là. Et pour moi, c'est là où on a aussi une grande différence par rapport, enfin, pour l'enseignement à distance. Parce que sur l'enseignement à distance, on va choisir des dispositifs, mais on n'est pas dans l'accompagnement de l'étudiant au quotidien. Donc, ça veut dire qu'il faut que la validité de construit soit inhérente à l'enseignement qu'on met en place. Donc, que notre évaluation soit vraiment tout à fait cohérente par rapport à nos objectifs d'apprentissage qu'il faut redonner de manière générale. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects-là ou... Donc voilà, donc ça, c'est les 2 points sur lesquels je voulais revenir. Donc, on retrouve, quand on fait, j'ai parlé de validité, je vous ai bien de dire, c'est les 2 aspects que je viens de vous donner. Et du coup, quand on a fait cette construction de la validité à la fois sur le construit et sur le contenu, ben, du coup, on voit apparaître quelque chose qui est la fiabilité. C'est-à-dire que si, en effet, on a bien construit notre grille et notre enseignement dessus, on va pouvoir avoir une reproductibilité à la fois dans le temps et en fonction de ce qu'on appelle la fiabilité interjuge, les résultats, quel que soit le correcteur. C'est un élément qui est important dans l'enseignement à distance, quand notamment on va changer d'enseignant. Est-ce que quand on change d'enseignant dans un cours ou dans une formation, ça remet tout en cause dessus? Et notamment quand on a des étudiants qui suivent nos formations, ils peuvent le suivre sur plusieurs années parce que s'ils ont choisi la distance, c'est qu'ils ont parfois des raisons personnelles et qu'ils allient avec d'autres choses. Et du coup, il faut s'assurer qu'un étudiant qui va composer son diplôme sur plusieurs années, finalement, il est un enseignement qui a été fait à l'année N, qui soit de même niveau et qui ait les mêmes attentes que celui qui soit fait à l'année N+1 ou N+2, puisque son diplôme ne le sera délivré qu'à la suite. Donc, il y a aussi, c'est pour ça que pour moi, c'était un vrai levier, ces grilles critériées. Il y a cet aspect aussi de qualitatif que l'on peut mettre en place grâce à cela sur nos formations à distance. Dessus. Voilà, qui est non négligeable. Au-delà de ce qu'on apporte à l'étudiant en lui-même, là, c'est plutôt la responsable de formation qui va parler. 2 idées clés sur lesquelles je voulais revenir dessus. Mais notamment, alors je ne sais pas si vous l'avez rencontré dans les accompagnements que vous avez faits, c'est que parfois, quand on construit ces grilles, ou qu'on construit les objectifs d'ailleurs, les collègues veulent être exhaustifs. C'est le fameux pas en arrière dont je parlais au préalable. C'est pas toujours facile pour un enseignant de dire ah non mais ça en fait c'est pas primordial. Voilà. Et il y a cette difficulté que l'on rencontre pour moi, dans les grilles critériées, qui est d'arriver à avoir la pertinence de ce qu'on va, de critères, comment on le formule, qu'est-ce qui est pertinent. Voilà. C'est difficile parfois de sortir de tous les petits, parce qu'autrement, on se retrouve avec un nombre d'acquis d'apprentissage qui est tellement long que de toute façon, ça n'est pas. Donc, il y a cette difficulté-là d'arriver à trouver ce qui est pertinent, donc toujours pareil par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que ça passe beaucoup par le dialogue pour moi, et c'est pas instantané. Et alors, le deuxième point sur le processus dessus, c'est là où on a aussi l'importance de la grille critériée, c'est que on n'est pas juste sur la note et sur le résultat final, c'est que le raisonnement et donc les différents aspects que l'on peut mettre dans les niveaux de performance vont jouer un rôle aussi important dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires, des questions dessus à faire? Non, pas de remarques? N'hésitez pas, tout témoignage d'ailleurs, si, est le bienvenu. Claire?
Oui, moi, pour avoir accompagné l'équipe en chimie, leur problématique, parce que eux, c'est sur des TP, sur tous leurs TP, c'est le côté chronophage qui a été remonté, à la fois chronophage en construction en amont, c'est-à-dire en ingénierie pédagogique, parce que le travail que vous verrez n'est pas encore finalisé. Ils ont construit la structure de leur grille, mais ils ne sont pas encore aboutis sur tous les aspects vraiment critères pour que ça soit vraiment une grille critériée, parce que vous verrez, elle est quand même conséquente. Et c'est aussi sur le côté chronophage de l'usage, puisque eux l'utilisent normalement à chaque TP. Et par exemple, en L1, il y a 12 TP qui se succèdent pendant l'année. Et donc, à chaque fois, alors c'est super positif parce que les étudiants réclament cette grille, puisque ça leur permet à chaque fois d'avoir un feedback des enseignants pour savoir quels sont les points qu'ils ont à travailler de manière plus particulière. Donc, les étudiants sont ravis de cet outil. C'est vrai que pour les enseignants, ça leur demande aussi beaucoup de vigilance pour suivre tous les étudiants et leur faire un feedback de qualité. Donc, c'est un peu le point, on va dire, de vigilance. Il ne faut pas que ce soit non plus une usine à gaz et que ce soit vraiment quelque chose d'opérationnel. Là, ce n'est pas simple, ça demande vraiment beaucoup de travail. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en fait, là, ce qu'on retrouve, c'est la déclinaison, on va dire, grille d'évaluation par rapport à la grille critériée et comment, justement, l'usage fait que ça peut nous permettre de gagner du temps. On a vraiment une grande difficulté sur ça, sur la formulation et sur est-ce que je mets une note dessus et comment je la passe. Ce que m'ont dit des collègues, en fait, c'est pour le côté chronophage de l'utilisation, c'était la difficulté d'appropriation, en fait, du niveau dans les premiers temps. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'il disait une fois que donc, sur la construction, je ne reviendrai pas parce qu'en effet, c'est tellement chronophage que c'est pour ça on a proposé la mutualisation aussi, parce que c'est beaucoup plus facile de démarrer de quelque chose qui existe. C'est toujours plus facile de détruire un travail et de le refaire que de démarrer de la page blanche. Donc, l'idée de la mutualisation, elle était vraiment sur ça. Sur la problématique du temps qui est à passer dessus. Et donc voilà, c'est pour ça on a ouvert ce chantier de mutualisation pour nous faire gagner du temps dessus, parce qu'on estime aussi que c'est très pertinent. Néanmoins, voilà, donc ça, on l'a. Même si on a une grille, il faut l'adapter à son cas. Dessus, choisir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'exemple que je vous ai montré, il y a les critères qui étaient sur la grille critériée complète n'étaient pas tous repris dans la grille d'évaluation. Donc, c'est-à-dire que la grille de critériée sur les TP, elle est beaucoup plus complète, elle prend tous les aspects en compte, mais dans le TP que Corinne avait mis, là, donc qui était le TP numéro 1 en MECA, elle ne prenait que certains aspects dessus. D'accord, ce qui permettait d'avoir une grille réduite pour la mise en œuvre. Et puis parce que certains niveaux ou certains critères, comme je le disais, ne correspondaient pas au niveau. Donc, je ne sais pas si sur les collègues de chimie, ils ont rencontré ça, mais il y a certains dans la grille type, on peut avoir au niveau des TP des choses qui ne vont pas être mises en œuvre sur certains TP et mises en œuvre sur d'autres. Donc voilà, donc la grille d'évaluation, elle va dépendre. Donc en effet, c'est ça. Et là, on se retrouve sur une autre problématique qui est comment j'automatise la correction de la grille d'évaluation, on pourrait dire dessus. Voilà, donc dans certains cas, ça peut exister, je vais le dire comme ça, mais dans certains cas, ça peut être très compliqué. Sur les TP, il y a parfois des éléments qu'on ne peut pas automatiser dessus. On peut automatiser une partie qui va être par exemple sur le compte-rendu en faisant un compte-rendu qui peut être numérique, par exemple, ou avec certains éléments qui vont être fournis, mais on ne peut pas tout faire dessus. Thierry, tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir. Sophie, est-ce que, là on parle beaucoup, c'est vrai, du confort
de l'enseignant, hein, dans l'évaluation. Quid finalement du gain pour l'étudiant en termes de développement de l'autonomie, notamment, hein, puisque c'est un peu mon cheval de bataille. Donc, est-ce qu'on voit des conséquences, surtout quand on est dans une perspective à distance, où là, il y a de l'autonomie, mais il y a aussi la nécessité de s'autoréguler. Alors, je viens de vous mettre par rapport aux discussions qu'il y avait, hein, voilà, c'est comment on parlait beaucoup des TP. Dessus, je reviens dessus parce que c'est vrai que sur les TP à distance, c'est un peu compliqué. Le confort pour l'étudiant, il est réel. Sur les TP, tous les collègues avec qui j'en ai parlé, donc là, on a parlé TP de physique, de TP de chimie au cours d'un atelier, mais notamment à Lille, on a discuté avec une collègue de biologie et elle nous disait qu'à partir du moment où elle avait mis la grille critériée avec tous les critères et qui était mis dans la salle de TP, qui était affiché dans la salle de TP, elle avait noté une vraie autonomisation des étudiants, pour répondre à ta question, parce que les étudiants, au lieu de lui poser la question de savoir ce qui était attendu, ce qui était fait, allaient voir la grille et comprenaient dessus. Donc, elle avait fait une première explication, hein, de la grille sur son premier TP, au début du TP, et après, et d'eux-mêmes, ils y vont, et du coup, ils avançaient à leur rythme, ce qui a permis donc, je pense qu'il y a un vrai confort. Ce que semblait dire Claire tout à l'heure, c'est que les étudiants demandaient à avoir ces grilles pour les TP. Donc, on voit bien que c'est un guide pour les apprentissages pour l'étudiant dessus. Je pense que des différentes recherches qu'on avait pu faire, c'est vrai que c'est ce qui ressortait souvent sur les grilles critériées, c'était les TP. Donc tout ce qui était capacité, on va dire, expérimentale et compétences vraiment, et aussi un certain nombre de grilles qui ont été faites. Donc là, on est plus sur du transversal même, qui était sur les présentations, la réalisation de supports de présentation, de choses comme ça. Et c'est vrai que souvent, c'était des grilles d'évaluation et qui n'étaient pas données obligatoirement à l'étudiant. Et les collègues nous ont fait la même remarque de dire qu'à partir du moment où ils explicitaient à l'étudiant la grille, qui leur montrait, qui leur expliquait, ils voyaient que les étudiants d'eux-mêmes corrigeaient des choses et donc du coup étaient plus en confiance aussi. Donc on a parlé de l'autonomisation, on a parlé et de la confiance en fait. Parce que du coup, ils savent comment se positionner par rapport aux attentes de l'enseignant. Et donc, il y a aussi, par rapport à ce confort, pour moi, il y a ces deux aspects qui apparaissent par rapport à ta question, Thierry, c'est ça. C'est autonomisation, on sait où on va et on sait où on est dessus. Et du coup, on peut avoir confiance en ce qu'on fait. Donc voilà, ça, c'est les points. Et en fait, il y a un autre élément qu'on avait mis, hein, dans les avantages, qui est que ça fournit un objet de discussion entre l'enseignant et l'étudiant. Ça peut lever un certain nombre de récriminations, je vais le dire comme ça, ou de contestations aussi. Moi, ça m'est arrivé dans une de mes formations où l'étudiant me dit: «Je ne comprends pas ma note». Je lui ai envoyé la grille d'évaluation à partir des critères qui avaient été donnés, la déclinaison de sa notation sur la grille d'évaluation à partir de la grille critériée qu'elle avait eue au préalable dessus. Elle m'a dit: «Ah oui, j'avais pas compris ça comme ça, mais c'était très clair dans votre grille» et ça a arrêté, la discussion dessus. Voilà, parce que, elle comprenait pas. Bon, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi, dessus. Donc dans d'autres cas, c'était très intéressant de pouvoir aussi évaluer sur ça. Est-ce que je peux juste, pour rebondir sur ça, je m'excuse, je prends la parole librement, hein, comme si on Oui, il était faut. voilà. Moi, un autre aspect pour aller dans le même sens que je vois et qui, pour moi, est assez important, je me trompe peut-être, mais je pense que ça aide aussi les étudiantes et les étudiants un petit peu à développer, enfin, peut-être plus qu'un petit peu leur autoréflexion, leur métacognition, leur auto-évaluation, qui sont quand même assez réputés pour être des piliers d'un apprentissage plus profond et puis des outils importants pour la suite aussi. Parce que Oui, d'avoir ces grilles sous les yeux, ça leur permet de développer ces aspects-là, il me semble, aussi. je suis tout à fait d'accord. La pratique réflexive dessus, le côté réflexif sur les apprentissages est très, très important dessus et de réfléchir aussi parfois sur les méthodes qui mettent en œuvre.
Moi, je me suis aperçue en les utilisant aussi, hein, et en discutant avec des étudiants que ça pouvait permettre de faire un retour sur la méthodologie dessus. Voilà. Alors, c'était pas du tout prévu, hein, puisqu'on était sur l'apprentissage disciplinaire, mais en discutant par rapport à leurs critères et enfin, où ils en étaient, dans leur cas, eh ben, on s'apercevait que voilà, il y avait cette difficulté qui pouvait être relevée, enfin les difficultés par rapport à l'aspect méthodologique, hein, je veux dire, qui pouvaient être relevées en exploitant la grille. Ça, c'était un résultat auquel je ne m'attendais absolument pas dessus. Voilà. Je vous ai mis là une grille en mathématiques parce que volontairement, on a beaucoup discuté des TP qui s'y prêtent bien parce qu'on a vraiment une notion de compétence souvent de pratique et qui est plus floue parfois quand on travaille sur les maths. Donc voilà, donc là vous avez une grille critériée qui est dessus. Donc on retrouve les différents éléments qu'on va pouvoir. Elle est issue d'un travail qui a été fait à l'ITC, mais elle est dans le guide aussi puisqu'on l'utilise comme situation. Donc, on retrouve les différents éléments qu'on avait vus, hein. Par rapport à ce qu'on avait vu sur la grille précédente, on a une notion qui n'avait pas obligatoirement été mise, qui parfois est floue et va être mise de la même manière dans certaines grilles. C'est un point sur lequel je voulais un petit peu appuyer. On parle souvent du critère, mais on ne parle pas obligatoirement de l'indicateur. Et c'est parfois difficile parce que quand les critères ils peuvent être trop généraux ou trop spécifiques. Et donc, il faut bien penser à décliner le critère en indicateur, c'est-à-dire à quelque chose qui peut être mesurable. Parce que du coup, si on veut mettre un niveau, il faut quand même qu'on ait quelque chose qui soit mesurable derrière. Donc, la notion d'indicateur qui n'est pas obligatoirement, enfin, qui parfois est incluse dans le critère pour certains, est un point sur lequel il faut travailler. Notamment, moi, je travaille avec les futurs professeurs du secondaire, hein, les stagiaires, et c'est vrai que souvent on parle de critères de réussite. Mais du coup, la déclinaison de dire, ben, vous avez votre critère de réussite, mais comment vous allez repérer, hein, quel est l'indicateur, quel est l'observable que vous allez prendre dessus, c'est souvent très compliqué. Alors, je ne sais pas si vous avez rencontré ça dans vos accompagnements sur les grilles critériées, pour ceux qui ont fait, mais moi, c'est quelque chose que j'ai noté. Oui, Aude? Oui, bonjour. Je te remercie pour partager cette grille-là parce qu'elle me fait penser aux accompagnements que je mène en ce moment. La plupart des grilles critériées que je réalise actuellement, c'est dans le cadre d'une évaluation par les pairs. Donc, ce sont les étudiants qui sont amenés à évaluer les copies de leurs camarades. Et en fin de compte, une grille comme celle qui est présentée n'est pas encore assez précise pour les étudiants parce que, par exemple, quand on dit oui, la plupart des contraintes sont respectées ou il y a quelques erreurs, eh bien là, en fin de compte, c'est vrai que ça me fait réagir car quand c'est un étudiant qui utilise la grille pour corriger un autre étudiant, il va falloir, en plus de l'élaboration de la grille, anticiper les erreurs possibles pour les indiquer en fin de compte dans la grille. C'est-à-dire que quand on met la plupart des erreurs ou la plupart des contraintes, en fin de compte, c'est les nommer. Et du coup, c'est vrai que il y a une difficulté supplémentaire pour les enseignants. Eux, ils connaissent les erreurs parce que voilà, ils ont toute l'expérience en enseignement par rapport à ces évaluations ou à ces devoirs. Donc, eux, ils connaissent les erreurs. C'est tellement implicite que du coup, anticiper sur les erreurs possibles et les formuler pour que justement les descripteurs soient le plus précis possible. Je pense que oui, voilà, c'est une difficulté supplémentaire. Mais bon, on y arrive, mais c'est vrai que cette grille-là, c'est pour les enseignants et pour les étudiants, c'est la même, mais encore plus explicitée. Alors, je dirais que celle-là, elle est générique. Et dans le cas dont tu parles, pour moi, on est dans un cas pratique. Donc, du coup, c'est ma notion de contexte de tout à l'heure, hein, quand je parlais de la différence par rapport à la grille critériée sur les TP et à celle qui était fournie en évaluation
pour l'enseignant. C'est-à-dire que derrière, il y a un travail en effet d'adaptation de cette grille-là au cas pratique. Moi, par exemple, alors, je suis physicienne, je parlais tout à l'heure de mon enseignement à distance. J'ai une grille générique en leur disant, dans un problème de physique, voilà les étapes que vous devez respecter, avec quel niveau. Et puis, je leur montre comment, sur un examen ou sur un cas particulier, elle va se décliner, en identifiant ce qu'il en est dessus, pour qu'ils comprennent ce que signifient ces descripteurs génériques. Mais en effet, tu as raison, si on veut faire une correction par les pairs, il faut être beaucoup plus précis, parce qu'il faut qu'on puisse se donner un certain nombre d'éléments. Oui, actuellement, j'accompagne un enseignant de mathématiques en L2. Ah non, c'est un enseignant d'informatique en L2, mais qui enseigne les mathématiques, et notamment sur la notion de preuves récurrentes, etc. Et en effet, faire une grille critériée, ça peut être hyper difficile. Oui, non, mais c'est très chronophage. Et en plus, quand on est sur un cas très précis comme celui-là, hein, c'est une autre problématique aussi. Quand on est qu'un cas très précis, on a parfois, en tant qu'enseignant, envie de le mettre en cohérence par rapport à ce qu'on a fait en cours. Et du coup, c'est très compliqué. Oui, oui, puis c'est surtout, dans ce cas-là, mais c'est pas je vois, j'ai accompagné aussi la réalisation l'année dernière d'une grille critériée en L2 en physique, en mécanique des milieux déformables. En fin de compte, c'est le fait qu'il y ait plusieurs solutions possibles. C'est le fait qu'un exercice, pour un devoir, pour le réaliser, il y a plusieurs chemins possibles. Mm. Mais quand même, il y en a quand même un qui est plus pertinent qu'un autre, mais l'autre est bon quand même. Mais il y en a un qui est plus pertinent au regard des hypothèses que l'étudiant se sera Mais posées, là, etc. voilà. Mais Donc oui, là, c'est complexe. non, là, justement, c'est qu'entre guillemets, le collègue rentre trop dans la précision par rapport à ce qu'il veut. Et donc là, c'est le fameux pas le recul, hein, entre guillemets, dont je parlais, en lui disant, mais quelle est l'importance? C'est qu'il sache appliquer cette technique et qu'il prenne celui-là, ou qu'il comprenne, qu'il ait Tout compris à fait. comment résoudre. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça peut être très long, la discussion, parce qu'il peut y avoir ces aspects-là sur les descripteurs. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en partant, par exemple, de cette grille qui est là, cette grille générique, du coup, les enseignants arrivaient à mieux définir ce qu'ils voulaient réellement derrière, et pouvaient discuter, eux, au sein de l'équipe, de quels étaient leurs attendus. Donc, il y avait un côté aussi très bénéfique par rapport à ça dessus, donc sur la grille, sur les déclinaisons des grilles dessus. Voilà. Ça, c'est vrai, mais je pense qu'après, tu accompagnes un seul enseignant. Ce qui Alors, serait en mécanique intéressant. des milieux Ouais, déformables, non, ils étaient plusieurs. ouais. Et est-ce Mais qu'ils étaient d'accord? Oui. Mhm. Donc, quelle était leur attente? Qui tous passent par ce chemin-là, ou Non, que... justement. Voilà. Mhm. Donc, c'est de dire quelle est l'étape. Est-ce qu'il y a une étape intermédiaire qui est similaire dans les deux approches? Et Mhm. voilà. Et donc, c'est vrai qu'on passe par beaucoup de reformulations. Et la grille est vraiment est très longue à atteindre. C'est pour ça que des fois, partir d'une grille générique, hein, c'est ce qu'on essaie de faire dessus, et la réadapter est un gain de temps, du coup, parce qu'on peut se réapproprier le concept, ou dire, dans notre contexte, celui-là. Alors ça, c'est un élément que je n'ai pas dit dessus. C'est parfois, du coup, d'expliciter dans le contexte comment ça se reformule. Ça aussi, ça peut être très intéressant pour l'étudiant. Voilà, dessus. Mais je serais intéressée par les voir, les grilles. Du Oui, coup. je peux leur demander, De surtout. toute façon, je pense que voilà, on Mhm. pourra rediffuser, peut-être Ouais. rediscuter sur ces éléments-là aussi. Dessus. Oui, ouais. Notamment en mécanique des milieux déformables, elle a très bien marché. Et là, on est en train de construire celle en maths pour l'informatique. Mais en mécanique des milieux déformables, elle a plutôt bien marché. Ah ben, on serait ravis aussi d'avoir justement les témoignages sur ça, puisque l'idée, c'est pas, voilà, on ne dit pas qu'on détient, hein, du coup, c'est de pouvoir aussi, comme le disait Claire dessus, c'est aussi de pouvoir montrer aux collègues l'intérêt d'avoir ces grilles-là dessus. Je pense que ce qui est, en effet, c'est chronophage, mais par contre, il y a un vrai gain pour les étudiants, pour moi. Et comme je le disais, pour moi, pour ceux qui sont à distance, encore plus, parce que comme ils sont seuls,
arriver à se positionner par rapport à un certain nombre de choses, c'est important. Et c'est très, très bien sur un exercice pratique que l'on peut avoir, mais ça peut être aussi très intéressant de le faire sur quelque chose un peu plus global dessus par rapport à justement où on veut les mener. Souvent dans nos enseignements à distance, on a la référence du présentiel pour un certain nombre dessus. Mais du coup, la question quand on fait la grille, de se poser quel est le niveau minimum auquel on veut qu'ils arrivent, c'est indispensable. Je pense que c'est beaucoup plus important dans un enseignement à distance que dans un enseignement en présentiel, sur lequel on peut revenir plus facilement dessus, on peut réadapter. On a plus de rétroaction sur du présentiel, donc on peut réadapter, chose qu'on ne peut pas faire facilement sur de la distance, du côté interne. Donc ça, c'est aussi un élément qui me semble, enfin de mon point de vue, hein, vraiment qui me semble à moi important dessus, d'avoir aussi cette notion-là. Alors c'est vrai que les syllabus, de manière générale, sont faits dans les enseignements à distance, mais voilà, d'avoir un petit peu plus de pertinence sur les objectifs d'apprentissage et les niveaux qui sont attendus entre le minimum et celui qui est voilà, dessus, et me paraît très, très important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a mis systématiquement des grilles avec un nombre pair de niveaux d'échelle de performance. Pour éviter, je me positionne au milieu, je ne vise que le milieu dessus aussi. Voilà. Donc ça, c'est une petite remarque dessus. Et quand on regarde les notes, si on regarde les points là qui sont donnés, hein, vous voyez que parfois on a tendance à mettre le niveau moyen et voilà, là volontairement on l'a enlevé pour avoir quelque chose qui puisse être réellement discriminant, avoir un gap par rapport à ce qui est attendu. Donc c'est vrai que voilà, la difficulté d'avoir un critère qui soit pertinent et adapté au cas, voilà, c'est la plus grande difficulté. Je peux citer dans un des ateliers, on avait un collègue qui suivait des apprentis et qui avait une grille dessus et sur laquelle il y avait tenue correcte. L'apprenti a une tenue correcte. C'est hyper subjectif ça. Donc du coup, il me dit oui, mais ça veut dire qu'il tenue correcte, il faut qu'il arrive, il peut pas arriver en short. Et son collègue lui dit mais si la culture de l'entreprise dans laquelle il est, c'est le short, tu peux pas mettre ça dans ton descripteur. Vous voyez, ça peut aller donc revenir en disant ah oui, du coup, je vais le reformuler en disant il faut que la tenue soit en accord avec le code vestimentaire de l'entreprise. Ça paraît bête, mais ça permet d'avoir une grille que plusieurs personnes vont pouvoir utiliser dans des situations très différentes. Voilà. Et donc, du coup, c'était d'accord, tenue correcte, mais qu'est-ce que je mets comme critère, comme indicateur de performance? Ben, oui, il a, non, il n'a pas. Est-ce qu'on reste sur du oui, non? Ben, non, parce qu'on sait bien que ça peut être. Donc, quel est le nombre de fois où je peux rappeler à l'ordre mon apprenti? Une fois, 2 fois, quand est-ce que c'est acceptable? Quand est-ce que cela n'est pas? Est-ce que voilà. Vous voyez donc, on peut avoir des discussions sur des choses qui ne sont pas quantifiables, au préalable, enfin en première idée, mais dans la discussion, on va arriver à trouver un indicateur. Vous voyez, je reviens sur ma notion d'indicateur qui va nous permettre de distinguer les différents niveaux. Voilà, je voulais juste revenir sur cette notion d'indicateur parce que parfois, dans les cadres subjectifs, elle est compliquée à mettre en œuvre. Et malheureusement, on revient sur le côté chronophage dont parlait Claire avec les enseignants ou même Aude. Voilà, on est beaucoup sur ça, quoi, dessus. D'autres remarques, questions sur ça, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Parce que je crois que j'arrive à la fin, moi, de ce que j'avais prévu, puisque je voulais pas. Voilà, vous voyez, c'était bien ça. De toute façon, on est dans les temps, Sophie, c'est très bien. Ouais, je voulais laisser du temps aussi pour échanger, hein, parce que Mais c'est très bien, voilà. Donc, ça permet d'échanger au fil de la présentation. Je pense que tout le monde peut en être satisfait. Moi, j'avais une question, tiens, par rapport au... Je vais profiter de mettre celle-là aussi, alors du coup. Justement, par rapport aux compétences, j'allais y venir. Voilà, voilà. Pourtant, on s'était pas entendu, Thierry, mais voilà. J'avais posé la question sur le tableau précédent, voilà.
Donc, on revient sur mon problème de formulation. En effet, les grilles critériées sont un outil assez formidable pour les compétences, si ce n'est que la notion de compétence, tout le monde ne met pas la même chose derrière. Je vais le dire comme ça. On n'a pas obligatoirement tous la même définition, même si maintenant, grâce à toutes les formations qui se font depuis quelques années, voilà, on a une convergence qui apparaît, hein, néanmoins. Voilà, la question, de manière générale, quand on construit la grille, hein, et là on retombe un peu sur la discussion qu'on avait avec Aude juste avant, que veut-on observer, hein, dessus, que veut-on évaluer, hein, dessus, volontairement on ne l'a pas mis dessus, mais voilà, ou à quel niveau va-t-on regarder. Et donc, comme je le disais, on peut le faire sur une formation en globalité dessus. On peut le faire sur une compétence, on peut le faire sur un bloc de compétences, sur un regroupement de compétences dessus. Alors, le problème de la situation qui mobilise plusieurs compétences, hein, on retrouve les fameuses situations, les SAE, voilà, hein, dessus. Donc, il faut être dans une situation qui va être authentique, notamment quand on est sur du professionnalisant, hein, donc quelque chose qui soit proche dessus, qu'il y ait vraiment une mise en situation qui va mobiliser les compétences que l'on peut voir dessus. Et on va regarder ce qu'il en est. Ce que je peux vous dire par les expériences et les retours que l'on a eus dans le groupe et dans différents projets, c'est que très souvent, sur la compétence transversale, au-delà de la grille, c'est la formulation qui est primordiale. Parce que par définition, une compétence transversale, ben, on la retrouve dans beaucoup d'endroits. Donc, il faut que la définition soit suffisamment bien partagée, je dirais, pour qu'elle puisse être déclinée dans les différents contextes. Et que si la grille est utilisée dans plusieurs, si je reprends les TP de chimie, là, dont parlait Claire tout à l'heure, je suppose qu'il y a certaines compétences qui sont des compétences transversales d'analyse, par exemple, de graphiques ou de choses comme ça, hein. Pour moi, une analyse de données, voilà, c'est quelque chose qui est pas uniquement dans la chimie, hein, d'où le terme de transversal pour moi. Voilà. Est-ce que la formulation qui est donnée là, finalement, elle peut être mise, on la retrouve ou elle peut être comprise par quelqu'un qui n'est pas dans le TP de chimie, mais qui va être dans un autre élément dessus. Donc, il y a une notion sur cette formulation dessus. Voilà. Ou est-ce que je prends cette compétence-là comme étant une compétence uniquement disciplinaire dessus? Claire, je te laisse, je vois que tu as levé la main, je te laisse En fait, réagir. on n'a pas scindé compétences transversales, disciplinaires, professionnelles. En fait, dans le référentiel qui a été rédigé, on a 3 compétences. On a une compétence, la première compétence, enfin 4 même, c'est décrire la matière et ses transformations. La deuxième compétence, où là on touche les TP essentiellement, c'est pratiquer une démarche expérimentale. La troisième compétence, c'est analyser des résultats, et puis je ne sais plus, il y a un autre terme, enfin c'est autour de l'analyse des résultats. Et on a une quatrième compétence qui, elle, normalement, est transversale à toutes nos licences, c'est se développer en tant qu'étudiant. Et en fait, la grille la grille critériée qui a été élaborée en lien avec le référentiel porte sur les compétences 2 et 3, c'est-à-dire pratiquer une démarche expérimentale et analyser des résultats. Et donc, elle reprend en fait systématiquement tout. Alors, nous, dans la façon dont on a travaillé avec dans le format du Lab7, où on a des composantes essentielles, donc ce sont des critères qui vont permettre justement d'évaluer la performance des étudiants. Donc, ces critères-là ont été repris, et également pour chaque année de formation, c'est-à-dire L1, L2, L3, les résultats d'apprentissage qui sont attendus que les étudiants doivent maîtriser. Donc, tous ces éléments-là sont repris dans la grille, et en plus, il y a une partie que l'enseignant peut personnaliser en fonction aussi de la nature de son TP, puisqu'on a des TP, par exemple, qui vont se dérouler sur informatique, sur un poste informatique, ça ne sera pas les mêmes critères tout à fait que les TP qui se déroulent sur Paillasse.
Donc, il y a cette possibilité-là aussi d'adapter la grille à son TP, mais il y a une grande partie qui reste quand même des attendus qui sont communs pour l'ensemble du parcours de la trajectoire de licence. Si je peux me permettre, du coup, par rapport à ce que tu étais en train de dire, tu vois, tu disais le critère n'est pas le même. Pour moi, c'est le critère, c'est le même, hein, ça va être Oui, de oui, réaliser, c'est l'indicateur. C'est c'est pour ça que l'indicateur qui n'est pas tout à fait le même, mais il y a même des critères qui sont quand même spécifiques parce qu'effectivement, quand oui, on dit, par exemple, sur les bonnes pratiques de laboratoire, on entend ça pour un travail sur Paillasse, mais quand c'est un travail sur un poste informatique, ça n'a pas c'est pas la oui, même mais valeur. pour moi, c'est l'indicateur. Par contre, si tu veux, il y a la bonne pratique sur un poste informatique, il y a quand même une bonne pratique, hein, entre guillemets, Oui, oui, de cohérence. Donc, le oui. critère, pour moi, c'est le même, si tu veux. Et du coup, c'est le contexte qui va différencier. Alors, je Et du précise, coup, l'indicateur, c'est pour ça, voilà. juste, le problème de terminologie, hein, Ouais. sur lequel je Je reviens. précise, c'est vraiment sur les bonnes pratiques de laboratoire. C'est sous-entendu, il y a des sous-critères où on est sur je nettoie ma paillasse, je jette mes déchets, etc. Ce qui ne peut pas se faire en informatique, c'est autre chose, quoi. Oui, mais tu vois, c'est l'indicateur de la bonne pratique pour moi qui est Mm. différent. Ta notion de sous-critère, pour moi, elle est dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, là, c'est parce que moi, je travaille sur les compétences transversales. Et du coup, la notion de bonne pratique, c'est une compétence transversale et c'est le contexte, quelque part, d'utilisation en informatique ou en truc qui va générer une prise en compte différente. Ouais. Tu vois, Mais et après, ça dépend vraiment du vocable qu'on utilise c'est dans ça, chaque. c'est Ouais. exactement ça, et c'est ce dont on s'est rendu compte là dans les différents ateliers selon les gens qu'on accompagnait justement, c'est que dans le contexte d'utilisation, on allait arriver sur des choses différentes. C'est pour ça les exemples étaient importants et la discussion qu'on a là, c'est pour ça que je disais sur la compétence, Ouais. on a toujours le problème du vocable, même si ça s'est arrangé depuis quelques années, mais on met pas les mêmes choses dessous. Voilà, donc ça, c'est juste pour ça, hein, c'est pour ça que tout à l'heure, je me remontais la grille et je disais que vraiment, il y a des… Enfin, ce qui est intéressant dans les ateliers quand on travaille, c'est vraiment cet aspect-là, de se mettre d'accord sur le vocable et sur ce que l'on met derrière et ce qu'on peut remonter, notamment dans une approche compétence par rapport à ces grilles-là. Mm. Donc, de passer d'un niveau, c'est pour ça qu'on parlait de la granularité, hein, de passer de la grille qui va servir, qui va être déclinée, qui va servir à un examen ou à un problème, à celle qui va pas servir pour un enseignement complet, ou celui qui va servir à un BCC, je vais le dire comme ça, ou une qui va servir sur la mention. Donc, on a une notion d'échelle. Et comment mes critères se déclinent en termes d'éléments? Est-ce qu'ils se contextualisent? Est-ce qu'ils deviennent sur des indicateurs précis? Voilà. Et ça, c'est un vrai travail de cohérence qui est très compliqué à faire, de mon point de vue, hein. Alors, de ce que je vois, c'est que vous avez bien avancé à Nantes, mais je ne suis pas étonnée vu l'effort qui est mis depuis un certain nombre d'années dessus, mais c'est super, quoi, voilà. Oui, oui, c'est vraiment, là, c'est vraiment un retour sur investissement qu'on a. C'est une équipe qui avait déjà beaucoup réfléchi quand on avait mis en place l'approche programme, qui avait aussi fait évoluer ses pratiques d'enseignement et qui avait déjà mis en place des grilles qui ne les satisfaisaient pas. Et l'objectif, justement, pour la prochaine accréditation, là, on a une nouvelle offre de formation qui doit démarrer en septembre 2023. Ça a été de se dire, on a tout ce matériel-là qu'on a expérimenté, on n'en est pas satisfait. Comment on peut y travailler de manière collective et collégiale sur l'ensemble du cycle et en ayant un outil plus performant, mais qui reste quand même adaptable et qui se veut qui se veut aussi beaucoup plus lisible pour les étudiants et qui trouvent du sens. Vraiment, c'est la question qui a été travaillée, c'est quel sens on y met en tant qu'enseignant et quel sens on veut y donner, enfin, quel sens va y trouver l'étudiant, quoi. Ça a vraiment été là-dessus qu'on a travaillé. Et de manière générale, les grilles, elles sont toujours données aux étudiants ou pas? Alors, chez nous, elles sont systématiquement données puisqu'elles font partie du polycopier qui est associé au TP. Et donc, l'étudiant en a connaissance, en tout cas dans les TP de chimie, on a connaissance dès le premier TP, même en amont.
Les enseignants, en fait, font un feedback régulièrement aux étudiants, quasi à chaque TP. Donc, l'étudiant sait quels sont les points qu'il a à travailler d'un TP à l'autre. Et les progrès, dans le témoignage qu'apporte Yasmine Filali, si vous le regardez, c'est vraiment, pour certains étudiants, c'est vraiment des progrès assez fulgurants, quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir régulièrement comme ça un feedback, voilà, il sait les efforts qu'il a à produire et généralement, voilà, s'il investit, il progresse. Ça apporte bien de l'eau à mon moulin des Oui, 4 complètement. attendus Oui, du tout à début. fait. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont utilisé déjà les grilles pour justement des enseignements à distance et ont eu des retours dessus. C'est une vraie question, hein, parce que du coup, il y avait pas mal de personnes qui disaient avoir utilisé des grilles. Donc, je voulais savoir si dans un contexte d'enseignement à distance, quelqu'un les avait déjà utilisées dessus. Oui, bonjour. À nouveau. Oui, moi, je les ai utilisés il y a déjà pas mal d'années quand je travaillais pour UTOP dans les défis du NIT. Alors, étant donné que la formation sur l'enseignement à distance était destinée à tout enseignant, il y avait des enseignants de sciences humaines et sociales qui en avaient utilisé. Notamment sur une formation en sciences de l'éducation à distance, où c'était à nouveau par l'intermédiaire de l'atelier, donc de l'activité d'évaluation par les pairs, l'activité atelier sur Moodle, où là, les enseignants avaient défini une grille critériée en sciences humaines et sociales. Moi, j'ai connu l'activité atelier par l'entrée sciences humaines et sociales, pas par l'entrée sciences et techniques. Et c'était, là encore, en fin de compte, c'était très, très pertinent d'être utilisé et les étudiants aimaient beaucoup. Oui, je ne suis pas surprise en tant que telle parce que c'est vrai que c'est souvent en sciences de l'éduc, c'est quelque chose qui était assez pratiqué, hein, quand je parlais tout à l'heure du secondaire. C'est vrai que dans le secondaire, la grille critériée est un élément qui est assez fréquent. Pas obligatoirement décliné sur tout, mais qui apparaît, notamment là depuis maintenant les évaluations par compétences aussi, hein, ce qui est apparu aussi au niveau du secondaire. Donc, et c'est vrai que sur la partie SHS, sur la partie souvent subjectivité, ça faisait partie des éléments qu'on voit. D'accord, donc le retour très positif aussi sur ça. Mais c'est vrai que les ateliers Moodle, tout ce qui est méthode au pair, enfin, évaluation par les pairs, nécessite ces grilles bien claires, quoi. Il y a Oui, une il y a chose, oui. c'est que ça me fait dans mes souvenirs de l'utilisation de cette grille, ça permettait aux étudiants d'échanger entre eux, même s'ils étaient à distance. Et je vois, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une évaluation par les pairs. Alors, il y a la grille, mais il y a aussi le fait que ça soit une évaluation par les pairs. Elle est mise en place sur un enseignement de L1. C'est impressionnant comme les étudiants puissent échanger entre eux sur cette évaluation par les pairs à partir de la grille, c'est-à-dire de la correction. Les collègues qui prennent le tram pour venir à la fac, ils entendent même les étudiants dans le tram en parler, dans les couloirs, ils en parlent. C'est assez impressionnant. Oui, je reste persuadée en effet que c'est un support d'échange assez important. En fait, autant en effet, entre les enseignants et les étudiants que entre les enseignants et entre les étudiants eux-mêmes, quoi. Je vais le dire comme ça dessus. Entre les enseignants, parce que c'est intéressant, justement, si elle est déclinée, de positionner son groupe. Quand on est plusieurs à utiliser et qu'on a un groupe, c'est de dire, finalement, en termes de niveau, de performance, tiens, ça réussit mieux sur ça. Et parfois, on s'aperçoit que c'est lié à la sensibilité de l'enseignant lui-même.
qui va appuyer sur certains aspects. Donc, c'est intéressant aussi à ce titre-là. Il y a un collègue qui a levé la main. Alors, je ne connais pas le prénom, donc je suis désolée. Oui, et on va pas non Donc, plus trop tarder pour, ouais, euh, on va pour juste prendre la conclure. dernière, peut-être. Oui, oui, bien sûr, parce il y a des personnes qui s'en vont, donc voilà. Merci beaucoup. C'était juste une question. Donc, Éric Trichet de l'Université de Limoges. Ouais. J'appartiens à Célétic, le campus Mm. virtuel donc des TIC. Nous utilisons donc ces grilles. Et donc, moi, j'arrive donc récemment dans l'équipe et mes collègues ont pris l'habitude, et c'est pour ça que je voulais vous en parler et avoir un retour par rapport à ça. Au niveau des grilles critériées que nous essayons d'utiliser le plus possible, nous n'affichons pas par contre les points liés à ces grilles critériées par le fait que mes collègues ont dit qu'ils ont peur que les étudiants travaillent plus les points ayant les valeurs ayant le plus de points que les autres et donc déséquilibrent leur travail pour essayer de maximiser en fait leur Alors, note. je suis tout à fait d'accord. Elles sont souvent pour nous, enfin, pour nous enseignants, je vais le dire comme ça, pour la déclinaison en grille d'évaluation, les poids dessus. Mais elles ne sont pas, où elles révèlent. Alors, parfois, elles sont données. C'est pour ça qu'on n'a pas mal de points, mais on peut le mettre. Ce qui est intéressant, ça peut être les points au-dessus et les poids. Donc, vous parlez plutôt des poids que j'avais mis sur le côté, je pense, dessus. C'est ça qui permet. Après, si la grille, elle est faite de manière, je vais le dire comme ça, c'est pour ça que je parlais des poids. Dessus. Ce qui est intéressant, plus que les points, c'est les poids dessus et leur faire comprendre que parfois, il y a des éléments qui peuvent être plus importants que d'autres. Et surtout, quand la notion il travaille que ce qui a ce qui a beaucoup de points ou de poids qui est appuyé, ça explose complètement si on leur explique en fait c'est quelque chose qui est graduel et qu'ils ne peuvent pas travailler que l'item 2 parce qu'en fait il est lié au 1. Du coup, il y a aussi, mais on voit aussi cet accompagnement-là. Donc, on peut ne pas le mettre. Comme ça, on dit il faut obtenir le truc. C'est souvent ce qui est fait d'ailleurs dans la plupart des grilles qui sont affichées dans les TP, des choses comme ça. Néanmoins, c'est parfois important de leur expliciter qu'il peut y avoir un raisonnement qui va être plus important dessus. Voilà. Alors, on avait sollicité Nathalie Velin avant qu'elle reparte de Limoges. Et je ne sais pas si vous avez vu dans le groupe, il y a Stéphanie Lez qui pilote le groupe en fait dessus, voilà, pour Limoges. Mais ce qui est certain pour Monsieur Trichet, c'est que l'évaluation a toujours un caractère très stratégique pour les étudiants, évidemment. Ça peut peut-être être un peu adouci avec la notion de compétence où on fait prendre conscience à l'étudiant que c'est pour son développement et c'est pas seulement pour la note. C'est ça. Et voilà. C'est pour ça que l'affichage de la grille en début et l'explicitation de ce qu'on entend et ce que je disais par rapport au niveau minimum à acquérir, c'est très, enfin, je ne vais pas dire que c'est primordial, mais c'est vrai que ça change la vision que peut avoir un étudiant de la formation et la manière dont il s'investit. Merci. Voilà. Je vais arrêter le partage du coup, je pense. C'est bon. Oui, il y a déjà eu beaucoup de questions. Oui, c'est pour ça. On les a fait au fil. Hein. Tu m'avais demandé que ce soit participatif. J'ai Bah essayé. oui, bien sûr. C'est ça. Les rendez-vous de la FIED, c'est des webinaires. Le terme est impropre d'ailleurs, mais bon, on les a appelés comme ça. Mais ça doit rester un peu informel. Non, mais Voilà. je l'avais bien entendu en communauté de pratique, Ouais, donc c'est pour ouais, ça ouais. que. On avait déjà fait une fois un webinaire où ça commençait très transmissif et les gens avaient tendance à fuir. Donc là, voilà. Voilà, non, c'est très bien. Merci beaucoup, hein, Sophie, de t'être prêtée à l'exercice qui n'est pas toujours facile de répondre en direct. Et puis aussi à tout le monde Ouais. aussi de prendre la parole et de s'exprimer. Il y a quelques références qui ont pu être transmises via le chat. On va essayer de les retranscrire donc, sur le site de la FIED, hein. On n'a pas eu le temps de présenter évidemment les éléments présentés par les différents participants, comme des vidéos YouTube par exemple. Voilà.
Euh, Je vais juste profiter pour dire que pour oui, l'instant, voilà, c'est un groupe de travail. Le guide n'est pas encore diffusé. Voilà, les membres, enfin les établissements qui souhaitent peuvent faire appel à nous si vous souhaitez mettre un atelier ou avoir des échanges. Voilà, n'hésitez pas à me contacter ou une des personnes du groupe là dessus. Et si vous nous autorisez, peut-être on diffusera le replay aussi, puisqu'on a dans un prochain temps, puisqu'on a prévu de faire un site dans lequel on mettra à disposition justement le guide, les grilles critériées et tous les éléments. Voilà, donc on reviendra vers vous quand ça sera prêt. Et si vous acceptez, on mettra ce replay là aussi. Voilà. c'est parfait, ce sera un bel apport, une belle aide. Voilà, c'est très bien. Voilà, une communauté universitaire qui s'entraide. Voilà, c'est très bien. Bon, bah, écoutez, voilà, je pense on va clore ce très bel événement, ce très beaux échanges. Merci donc à toutes et à tous. Merci beaucoup à Sophie pour avoir consacré son temps en cette période de l'année toujours un peu chargée. Voilà. Et puis, bah, écoutez, le webinaire, donc, comme je le disais, sera à disposition très prochainement, dès que Zoom nous aura donné la main. Euh, et puis, il y a encore un webinaire en début janvier. Ce sera le 13, donc comme je disais tout à l'heure, sur les badges. Voilà, donc on essaie de trouver comme ça des problématiques qui peuvent intéresser tout le monde. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Je ne vais pas couper la vidéo.